Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier les personnes atteintes qui sont ici aujourd'hui. On sait l'effort que ça demande d'être ici. On sait aussi les conséquences. Je vis avec une personne atteinte, donc je peux très bien comprendre les efforts que ça demande pour être ici. Il y a plusieurs membres qui nous ont écrit qui disaient qu'ils auraient aimé ça être parmi nous aujourd'hui. Nous, c'est diffusé via du webconférence présentement. Donc, à ce moment-là, il y a certains de ces membres-là qui vont pouvoir assister. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos invités aussi, le docteur Moreau et Charlie qui est ici. Donc, vous allez avoir la chance, ils vont avoir la chance de s'entretenir ensemble avec tout de suite après. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de vous entendre. Donc, moi, je fais plusieurs remerciements parce que dans l'année, là, c'est sûr que l'Assemblée générale annuelle, c'est vraiment la fin de l'année. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé fort là, pour nous. Donc, je voulais remercier Nancy Blanchette à l'organisation et aussi les bénévoles improvisés aujourd'hui qui nous ont aidés là, pour le bon maintien de cette réunion. Merci aux personnes qui ont œuvré au sein de l'équipe de la permanence. Donc, il y a 4 personnes qui ont œuvré au sein de la permanence cette année, dont Nancy, bien évidemment, en titre de coordinatrice. Chantal Normand, qui est absente aujourd'hui, qui a fait toutes les communications, les infos à Kim que vous recevez. Les rubans bleus, c'est elle qui est en charge de ça. Il y a aussi Émilie Gilbert-Sanson qui s'occupe de la base de données, donc tout ce qui était côté administratif, adjointe administratif. Et il y avait notre chargée de projet, Marie-Claude Roy, qui participait, vous allez le voir un petit peu plus tard, là, mais à la diffusion là, du consensus. Merci également aux bénévoles administrateurs. Il y a plusieurs administrateurs ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez lever la main. Vous donnez beaucoup de votre temps. Parfois même, là, vous privez de sorties, de bons moments pour œuvrer à la CAM. Donc, un gros merci. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne rencontre et je laisse la parole à Nancy. Alors, bonjour et bienvenue officiellement. Merci de vous être déplacés. Un merci particulier vu le message que vous avez reçu en cours de semaine concernant le stationnement, finalement, qui était, je pense, qui vous a donné plus de peur que de mal pour la plupart. Alors, on s'excuse de ce contretemps-là. C'était vraiment hors de notre contrôle. On n'avait pas vraiment vu venir le Grand Prix et encore moins que le Grand Prix aurait un impact à Longueuil. Fait que, oui. On est désolé. Alors, juste avant de commencer notre entretien, court retour sur le déroulement de l'après-midi. Donc, on va tout de suite, là, dans une minute, commencer une discussion avec nos 2 invités. Et il y aura par la suite une pause café et on va revenir à l'intérieur vers 15h. On va essayer d'être le plus pile possible à 15h parce que l'objectif est de vous libérer à 16h pour que vous puissiez retourner à la maison et profiter de la soirée. Pour ce qui est de la discussion elle-même, on va échanger, Dr Moreau, Charlie et moi, sur quelques sujets. Et par la suite, on va ouvrir une période de questions à l'Assemblée, donc vous pourrez poser toutes vos questions, passer vos commentaires, soit adressés à Dr Moreau ou à Charlie. Donc, ils vont être là avec nous jusqu'à la fin de la rencontre. Peut-être qu'ils auront l'occasion de rester pour un café après et poursuivre un peu dans le couloir, mais ce sera vraiment selon votre disponibilité. Donc, avant de commencer pour vrai, d'abord, des mots de remerciement. Un grand merci d'avoir accepté de venir passer un samedi après-midi avec nous. Je ne sais pas si vous êtes amateur de course automobile, mais... non, absolument pas. Je manque rien. Ah non, j'aime 1000 fois mieux être ici que dans le vroom-vroom de la pollution des autos. Merveilleux. Alors, merci donc d'être ici, mais merci aussi de votre engagement envers la CAM, envers les personnes atteintes, envers la maladie elle-même. Et pour moi, c'est un très grand plaisir et un honneur de passer une heure en votre compagnie. J'ai déjà dit à Charlie que je passais par-dessus une petite barrière d'inconfort, là, que je vais avoir besoin de votre aide. Non, mais c'est apprécié parce qu'il nous faut quelqu'un pour nous poser des questions. Il en faut une. Alors, ce sera moi. Voilà. Je me prête au jeu. Je vous présente rapidement Charlie Arquet, comédienne, diplômée de l'École nationale de théâtre. Oui. On vous a vu dans la pièce Le Ventriloque, au théâtre de Katsu. Oui. Je peux te tutoyer? Ah oui, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Tout le temps, fait que c'est plus difficile de passer au vous pour la tutoyons. Parfait. On t'a d'abord connu dans Randam, Mission Jeunesse. Oui, mais en fait, le premier gros rôle que j'ai eu,
Ben, un petit peu, La forteresse suspendue. Oui, au cinéma. Oui. Tout petit. Ben oui, ben c'était mon premier gros rôle, jouer dans la boîte pendant toute une été. Un beau rôle d'enfant, finalement, jouer dans la boîte. Après Ramdam. Après Ramdam. Oui. Autre télé, Lancer compte, Annie et ses hommes, Casino, 1 sur 2, cinéma, Le collectionneur, Maman Lascaux, Lancer compte le film et Miséricorde qui s'en vient. Ben oui, on sait pas, c'est une coproduction Suisse-Québec, donc bientôt. Ils sont là-dedans. Oui, j'ai hâte. J'ai très hâte, j'ai pas vu le film encore, donc oui. Très récemment, on connaît dans Mémoire vive depuis quelques années, 2013. Tu as d'ailleurs remporté un Gémeaux pour ce rôle-là. Félicitations. Merci. Alors, mais tu es ici, tous ces beaux rôles-là, c'est merveilleux, mais tu es ici pour un tout nouveau rôle, celui de porte-parole de la CHEM. Alors, un gros merci et félicitations pour ce rôle-là. Ce sera ton plus beau, j'en suis certaine. J'espère. Je sais pas si je vais remporter un prix là, pour ma participation. Tu as assurément l'appréciation et l'amour de tous les membres qui sont ici. Ça me fait tellement plaisir. Docteur Moreau, directeur de recherche au CHU Sainte-Justine. Vous êtes professeur titulaire de 2 département de stomatologie, faculté de médecine dentaire et département de biochimie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Exact. Vous êtes vice-président du comité consultatif de l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite. Je vais suivre mes notes, parce que c'est beaucoup de termes que je ne connais pas. Vous êtes détenteur de nombreux diplômes d'études supérieures, directeur du laboratoire de génétique moléculaire des maladies et malformations musculo-squelettiques. Vous êtes membre actif du Centre de recherche sur le tissu osseux et le parodonte. Là, je dois avouer mon ignorance. La gencive. Le parodonte. Merci. J'allais dire, je vais me coucher de moigner ça. On sait le dire malgré le micro. Ben oui. Vous êtes également chef thématique de l'axe biologie et génétique moléculaire pour le réseau Scoliose Québec. Vous avez reçu de nombreux prix et distinctions, tant au Québec, au Canada qu'à l'international. Et vous avez à votre actif de nombreuses réalisations. C'est la raison pour laquelle vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous tenez actuellement un projet de recherche, vous dirigez actuellement un projet de recherche qui traite spécifiquement de l'encéphalomyélite myalgique. Merci de votre présence et merci de mettre votre savoir au service de l'EMSFC. C'est la raison pour laquelle je travaille. On ne fait pas de la recherche pour soi-même, on fait de la recherche pour améliorer la santé humaine. Fait que c'est ce que je fais. Ben, vous ouvrez la porte à la thématique de la rencontre d'aujourd'hui qu'on avait intitulée « S'engager envers le MSFC, 2 voix, les vôtres, en appui aux PAM, les personnes atteintes ». Ici, on vous a réunis malgré que vous avez un parcours très différent. Vous avez dans la vie des rôles complètement différents. Mais c'est mieux comme ça, je pense. Ah oui, mais on ne voudrait pas échanger. Mais il y a quand même un lien qui vous unit et c'est votre engagement envers la lutte, la recherche, ou en tout cas la reconnaissance de l'EMSFC. Puis on aimerait bien comprendre la nature de votre engagement. Fait que vous avez tous les deux choisi, chacun à votre façon, de vous engager dans cette cause-là. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet engagement? Puis je vous laisse y aller. Ben pour ma part, c'est assez simple. En fait, c'est que ma mère, Sylvie Arquette, et bonjour, Madame Arquette, qui est ici aujourd'hui, est atteinte l'année, maman, est-ce que tu saurais? 92. À 34 ans, donc j'en avais donc moi, j'étais tout petite aussi, je suis née en 86, donc ça arrivait très tôt dans ma vie, cette maladie-là. Elle a cogné à notre porte, elle n'a pas cogné du tout, en fait, elle est entrée sans crier gare, là. Et donc, je vis avec une femme, quelqu'un qui a atteint depuis que je suis toute jeune, puis ça fait longtemps que je veux m'impliquer. Puis, maintenant que je fais un métier qui fait que je suis peut-être un peu reconnue, mais c'est une bonne façon de le faire, de devenir porte-parole. C'est ma façon de m'engager. Puis c'est vous qui avez approché, c'est toi qui as approché la CHEM pour s'y engager bénévolement à titre de porte-parole.
être porte-parole pour une association, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ben, pour moi, ça représente beaucoup, en fait, parce que c'est une maladie. Je pense que tout le monde est d'accord que sur laquelle on a peu d'emprise parce qu'on la connaît mal, parce que c'est une maladie, donc elle nous glisse entre les doigts, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour aider. Du mieux que j'ai pu, j'ai essayé d'aider, mais c'est jamais assez, tu sais. C'est jamais assez. Fait que c'est comme une façon pour moi de pouvoir aider ma mère, mais aussi toutes ces personnes-là qui ont cette maladie qui est si difficile. C'est très invalidante. Et puis, ouais. Et méconnue. Et méconnue, oui. Puis ça, c'est une des choses qui me touche particulièrement parce que à chaque fois que j'en parle, depuis toujours, les gens avec le petit regard qui fait quoi? Ouais, c'est ça. C'est pas comme annoncer un cancer ou je ne sais trop. Là, les gens peuvent se mettre à pleurer, tu sais. Là, faut aller chercher. Puis ça, c'est touchant aussi parce que moi, c'est quelque chose qui me touche, mais qui touche pas les gens à qui j'en parle parce qu'ils savent pas c'est quoi. Fait que faut que les gens connaissent cette maladie-là. Faut que ça circule. Qu'au Québec, puis partout dans le monde, mais pour moi, au Québec, faut que ça se connaisse. Faut arrêter d'avoir ce petit regard-là quand on parle de la maladie. Et c'est là que vous entrez enceinte, Dr. Moreau. Vous avez choisi, malgré tout le pedigree qu'on a nommé tantôt, puis j'ai élagué parce que j'aurais pu vous présenter pendant 15 minutes. Ça aurait été très plat, probablement. Mais très instructif. Mais malgré tout, on voit qu'il y a plusieurs quand même champs d'intérêt. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé à un moment donné de porter votre attention spécifiquement sur l'encéphalomyélite myalgique? La question est très pertinente parce que peu importe, on dit des fois on choisit une maladie. Je vous dirais, moi, c'est plutôt l'inverse. Des fois, c'est la maladie qui nous choisit. OK. Et même si je n'ai pas personne atteint dans mon entourage, il y a 2 personnes qui m'ont approché. La première, c'est le Dr. Maurice Duhem, un bon ami, et l'autre, c'est M. François Godbout. Et au départ, j'ai été approché comme directeur du centre de recherche à Sainte-Justine pour un peu les guider, de dire qu'est-ce qu'on pouvait leur présenter des connaissances dans le domaine du syndrome de fatigue chronique, de l'encéphalomyélite myalgique. Et on m'a demandé, en fait, je me suis proposé de dire, je vais faire un état des lieux pour vous aider. OK? Et sans savoir que j'allais tomber en amour avec la maladie. Okay? Okay? Je suis probablement le seul, mais j'aimerais clarifier mes intentions parce que je vous ai dit d'entrée de jeu, on ne choisit pas la maladie, c'est souvent la maladie qui nous choisit. Donc, c'est un peu mon contact avec la maladie en sachant que j'ai appris que c'est une maladie complexe. J'ai appris que c'est une maladie qui n'était pas rare. On parle de plus de 600 000 Canadiens, on est plus proche de 2,5 millions d'Américains. Je ne regarde même pas du côté de l'Europe ou de l'Asie. C'est une maladie qui n'a pas de frontières, qui touche évidemment plus les femmes que les hommes. Et j'étais déjà un peu spécialiste là-dedans parce que je m'intéressais déjà à la scoliose idiopathique chez les enfants et les adolescents, où les filles sont plus souvent atteintes que les garçons. Je m'intéresse à l'arthrose chez les adultes, où encore une fois, les femmes sont plus atteintes que les hommes. Et ça, c'est vrai pas mal dans les maladies musculo-squelettiques, à part les dystrophies musculaires, où c'est plus les garçons qui, en fait, presque exclusivement les garçons qui en sont atteints. C'est à peu près ma seule exception. Sinon, la plupart des maladies musculo-squelettiques, ce sont les femmes qui sont atteintes en plus grand nombre et en sévérité. Donc, en épluchant un peu la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire, que c'était pas normal qu'une maladie complexe aussi commune ne pouvait pas trouver des pistes de solutions, ne serait-ce que pour commencer à la comprendre. C'est difficile de développer des thérapies si on ne comprend pas la maladie. Donc, ça m'a séduit. Et la prochaine étape, j'ai dit à Maurice et à François, j'aimerais m'essayer de vous faire une proposition d'un projet. Un projet peut-être audacieux de comprendre les déterminants de la maladie. Le projet a séduit la Fondation Sybilla S qui a embarqué et a permis de faire ça. Donc, on n'a même pas encore 2 ans.
Donc, c'est un peu ma venue au monde dans cette maladie-là. Mais c'est vraiment 2 personnes qui ont cogné à ma porte, et c'est Maurice Duhem et François Godbout qui m'ont amené à comprendre, à m'intéresser à la maladie. Et ces 2 personnes sont des chercheurs, des médecins traitants? François Godbout est un des administrateurs de la Fondation Sibilla S. Okay. La maladie touche sa famille. Et Maurice était un bon ami de François, et je connaissais Maurice depuis longue date, parce que Maurice, en fait, j'ai fait mes études postdoctorales à l'hôpital Shriners, et à l'époque, Maurice était médecin-chef, et a toujours suivi un peu ma carrière, et là, j'étais en autorité de peut-être l'aider un peu, donc il cognait à ma porte, mais sans aucune attente de part et d'autre. Moi, j'ai dit, OK, je vais t'aider, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup à faire, donc ça m'a séduit. J'ai dit, peut-être que je peux faire quelque chose. Ça, c'est l'esprit de chercheur là, qui fait « Oh, il a cherché beaucoup. » Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr, la partie séduction, si ça avait été facile, j'aurais laissé ça à quelqu'un d'autre. Oui. Mais là, c'était compliqué, donc je me suis fait embarquer là-dedans, mais avec plaisir. Bien, vous l'avez dit, c'est compliqué, et cette complexité-là, les personnes atteintes qui sont en recherche de diagnostic le vivent. On sait que c'est un des enjeux, des défis de la maladie. Dans l'état là, du projet de recherche que vous menez actuellement, est-ce qu'il y a d'autres défis particuliers au diagnostic, au traitement, ou en tout cas en lien avec les professionnels de la santé là, face à la maladie, que vous avez déjà été en mesure d'identifier ou que vous connaissiez déjà? Bien, en fait, vous en connaissez probablement plus que moi sur la maladie, parce que vous avez à peu près tout lu, OK? Et j'ai des fidèles supporters ou qui envoient, surtout à mon adjointe, plein de documentation, des vidéos, et ça arrive sur mon bureau, et le week-end, je vous assure, j'en fais la lecture. Cela étant, j'arrive aussi avec un bagage, une expérience, une expertise, et je dois faire un peu la part des choses. Et le problème pour une maladie complexe et très fréquente comme le syndrome de fatigue chronique, c'est qu'on a une toute petite communauté de recherche dans le monde. Donc, tout le monde peut avoir l'air d'un génie en disant, ben moi j'ai trouvé, puis si vous suivez les blogs, là, il y a une découverte toutes les semaines. Ils ont trouvé le remède, ils ont trouvé la solution, ils comprennent. Puis lorsqu'on creuse, puis on va voir l'article, ça a été testé sur 20 patients, avec peut-être 10 contrôles. Et c'est là que c'est dangereux, parce que pour une maladie fréquente, et qui va être très hétérogène, parce que vous n'êtes pas tous au même cycle et atteindre la même intensité. Probablement qu'il y a eu des événements déclencheurs, où il y a une source virale dans certains cas, dans d'autres cas où il n'y a pas eu d'évidence d'une infection virale qui a pu déclencher ça. Donc, est-ce qu'on parle du même groupe de patients ou de différents sous-groupes là-dedans? Donc, il fallait faire un peu une tête là-dessus de comment j'allais approcher ça. Et j'ai eu la chance d'avoir certains patients qui m'ont aidé dans le design déjà pour l'approche. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui, vous allez peut-être souvent entendre, le patient partenaire. Je l'avais dit quand j'étais à Trois-Rivières. C'est important d'être à votre écoute, premièrement parce que vous êtes la raison d'être du projet de recherche et non l'inverse. Et de comprendre de comment on bâtit le projet. Qu'est-ce qui peut fonctionner? Et souvent, quand je travaillais, on m'a beaucoup incité sur le malaise après effort, qui était un des symptômes cardinaux, et qu'il fallait que je trouve un devis, une façon expérimentale d'essayer de reproduire ça. Et je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont participé au projet jusqu'à maintenant. Je vois plusieurs mains, plusieurs hochements de tête. Donc, premièrement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'on a, à ce jour, 110 patients qui ont participé. Vous aviez un objectif de combien? On avait un objectif de 100 patients pour la phase 2. OK. Donc, à 110, on a dépassé cette phase 2. Donc, merci beaucoup. On a une 60aine de sujets témoins. OK? Donc, ça aussi, c'est pas évident d'avoir des gens en santé qui veulent, ça prend 2h30, 3 heures faire le test. Donc, des gens qui veulent généreusement donner 3 heures de leur temps pour participer au test. Évidemment, certains membres, parce qu'ils ont des membres atteints, c'est plus facile, il y a une motivation additionnelle. Mais il y a d'autres gens, des purs inconnus, qui ont répondu à l'appel de l'AQEM ou à notre appel de participer et de donner de leur temps pour participer à ça. Donc, ça nous amène déjà une grosse cohorte de patients, peut-être une des plus grosses dans le monde, en à peine 2 ans. Parce que ça prend un certain nombre pour arriver avec des analyses statistiques puis tester des hypothèses de travail. Donc, et le test est pas un test banal, parce que c'est pas juste une prise de sang. On a un appareil qui est un appareil de massage à barre et qui applique une certaine pression.
un doux massage pour stimuler une réponse standardisée. Et on croit beaucoup que, parce que vous êtes tous différents, parce que vous êtes à différentes étapes de votre maladie, parce que vous prenez différents cocktails de médication aussi. Donc, on ne peut pas neutraliser ça, puis on ne peut surtout pas demander aux gens d'arrêter de prendre leur médication. Donc, il fallait appliquer le même standard de test pour voir une réponse. Et c'est ça qui nous distingue de ce que d'autres ont pu faire sur la scène internationale comme telle. Et on a eu des réponses uniques chez les patients. Alors, c'est à suivre. C'est à suivre, mais je peux vous dire qu'on a identifié une première molécule. Je vais vous dire le nom. Je vais vous dire le nom. Qui s'appelle l'homocystéine. Alors, on va tous s'en rappeler. Hein? OK. L'homocystéine. Homocystéine, c'est un dérivé de la voie de synthèse d'un acide aminé qu'on appelle la méthionine. Donc, l'homocystéine n'est pas spécifique à votre maladie. Dans bien des maladies, il y a une élévation de l'homocystéine. Et on a trouvé que chez le tiers des patients qu'on a testés, il y avait des niveaux extrêmement élevés d'homocystéine. OK. Et chez les 2 tiers, les niveaux étaient soit normaux ou même un petit peu inférieurs à la moyenne des gens en santé, du même âge, du même sexe. Il n'y a pas de différence pour l'homocystéine pour hommes et femmes, dans le tiers qui a vraiment une élévation. Et ça avait été montré en 1997 dans le liquide de la moelle pinière, le liquide céphalorachidien, une élévation. Les gens n'avaient pas porté attention à qu'est-ce que ça pouvait porter. Nous, on l'a vu dans le sang. Et on a commencé à chercher les causes de cette élévation-là, c'est ce groupe-là. Pourquoi s'intéresser à l'homocystéine? À part que ça a l'air d'un nom compliqué. OK. Premièrement, c'est une molécule où c'est pas bon pour la santé d'avoir des grands niveaux élevés, en partant. OK? Parce que et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Exactement. Donc, c'est souvent lié à des problèmes cardiovasculaires. C'est souvent lié à des problèmes d'anxiété, de dépression. Ça peut nuire au sommeil. Donc, pas mal de symptômes de plusieurs d'entre vous qui pourraient être expliqués par une élévation très élevée d'homocystéine. C'est aussi, ça a des effets sur la mémoire. Okay? Donc, on peut résumer ça par la neurocognition. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est d'envoyer à l'ensemble des participants un questionnaire pour mesurer différents éléments qu'on va appeler neurocognitifs. Vous poser des questions, est-ce que vous avez des troubles de mémoire, de sommeil? Donc, il y a des gens qui vont dire, non, je dors bien. Il y a différentes façons de questionner ces états-là. Et c'est confidentiel. Donc, même si plusieurs d'entre vous ont participé, moi, j'ai aucune idée de qui vous êtes. J'ai juste un numéro. C'est confidentiel. Il y a seulement notre infirmière de recherche clinique qui a la clé pour identifier, parce qu'advenant qu'on trouve quelque chose de particulier, on doit faire soit le suivi avec le médecin traitant, c'est la moindre des choses. Donc, ça, pour nous, c'est déjà quelque chose, parce qu'on est capable de voir 2 groupes de patients. On a regardé dans nos outils et on a identifié des petites molécules qui circulent, qui ne sont pas des molécules biochimiques, mais qu'on appelle des micro-ARN. Et la beauté en regardant les 2 groupes, par rapport au sujet en santé de même âge ou de même sexe, c'est qu'on a pu identifier des micro-ARN qui allaient cibler des enzymes clés de cette voie de synthèse-là. Donc, chez le groupe qui a plus d'homocystéine, on a une élévation de ces micro-ARN-là qui va aller perturber l'activité de certaines de ces enzymes-là. À l'inverse, dans le groupe de patients où il y en a des niveaux normaux à même un peu diminués, on a d'autres micro-ARN qui vont aller stimuler d'autres enzymes qui prennent des voies secondaires pour faire disparaître l'accumulation d'homocystéine. Donc, déjà, on a une approche qui semble nous indiquer que ça a de l'allure de regarder les micro-ARN, ça pourrait expliquer certains éléments. Donc, ces travaux-là on a soumis un résumé pour le prochain congrès biannuel international sur le syndrome de fatigue chronique qui va avoir lieu en Floride. Donc, on verra si on est sélectionné pour les présenter, mais ça va être présenté en primaire mondiale. En fait, la primaire mondiale, vous l'avez, vous. C'est nous qui l'avons aujourd'hui. OK. Mais on est pas mal dans les premiers à regarder le rôle des micro-ARN et surtout d'amener un élément d'explication sur cette élévation-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous si on prouve le mécanisme? Ben il y a des médications qui existent déjà, qui peuvent faire diminuer l'homocystéine. Donc ça sera dans une phase 3 qu'on puisse faire un essai clinique, puis le tester. Il y a déjà des substances naturelles comme l'acide folique, les vitamines B12, B9, mais si les enzymes sont diminuées, c'est pas parce qu'on va leur donner des cofacteurs que ça va fonctionner.
Donc, commencez pas à demander à votre pharmacien des suppléments de folate pour rien, là, ça peut perturber d'autres choses. OK? Laissez-nous le soin de voir comment on peut être capable d'avoir un essai clinique avec les bons patients, puis on travaillera avec les médecins pour faire la mesure de dire est-ce qu'on peut changer la donne en trouvant la meilleure médication possible qui n'interférera pas aussi avec d'autres choses. Parce que une personne comme vous avez différents symptômes. Là-dedans, il y a des gens qui ont de l'arthrose, qui ont le syndrome de fatigue chronique, qui ont eu peut-être des cancers, qui ont eu d'autres événements de vie qui sont concomitants. Donc, faut faire attention lorsqu'on traite les gens, même avec des substances naturelles. Merci beaucoup. Charlie, oui, c'est à ton tour. Tu nous as parlé de ta mère. Oui. Tu nous as parlé du fait que tu avais vécu avec cette maladie-là extrêmement complexe, comme on vient de l'entendre, depuis plusieurs années. Oui. Tu retiens quoi de la vie avec la maladie, n'étant pas atteinte, là, mais d'avoir quand même vécu au quotidien avec cette maladie-là, particulièrement quand on est enfant, ça représente quoi? Oui. Bien, elle est extrêmement invalidante. Ça, j'aime bien cette formule-là parce que ça résume bien. C'est ça à plein de niveaux. C'est ça qui est particulier. C'est que c'est pas juste de la fatigue. C'est pas juste. Ça va au-delà de ça. Et puis, bien que j'aime bien l'anecdote que quand je suis rentrée à l'école primaire à 6 ans, en première année. Il y avait une entrée à l'école avec les professeurs, tous les parents qui étaient là. Présentez-nous vos parents. Qu'est-ce que vous diriez sur vos parents? Là, tout le monde parle. Il y en a un qui dit « Ah, moi, ma mère est fatigante. » Fait que là, tout le monde sait ma affaire. Oui, moi aussi, ma mère est fatigante. Puis là, quand c'est rendu à mon tour... C'est le lot des mères, je pense. Une mère, tu sais. Et quand c'est rendu à mon tour, je dis « moi, ma mère, elle est pas fatigante, elle est fatiguée. » Oh! Charmant! C'est cute! Oui! Mais c'est mignon, mais ça en dit quand même beaucoup. Ça dit beaucoup. Oui, ma mère était pas si fatigante que ça. Elle était trop fatiguée pour ça. Ouais, fait que... tu sais, ma mère, je l'ai vue souvent faire des siestes. T'sais, moi, j'arrivais de l'école, elle était en arrêt de maladie, donc elle faisait la sieste sur le divan avec le chat. Tu sais, c'est des belles images, moi, en même temps, pour moi, dans mes souvenirs. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Tu sais, il y a plein de choses qui ne seraient pas arrivées pour moi si elle n'avait pas été dans cette condition-là. Par exemple, comme elle avait du temps et comme elle était en arrêt de maladie, elle a pu s'occuper de ma carrière. Parce que jeune, j'ai fait des auditions et tout ça, puis elle s'est occupée de moi avec quand elle avait la petite fenêtre dans la journée, là, où elle se sentait bien, là, entre 2 heures après avoir déjeuné, puis 5 heures le soir, là, il y avait une petite fenêtre où elle s'occupait de tout ça. Fait que, ça pour moi, c'est l'image que j'en ai. Puis en même temps, c'est ça, c'est aussi l'incompréhension, tu sais, comme on a parlé, qui est pas évidente. Puis, et de ma part aussi, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que même moi, encore là, je fais, OK, je suis porte-parole. Là, je me mets à lire des affaires, puis je comprends pas toutes, puis j'essaie de faire, oui, mais ils ont dit ça l'autre fois, puis là, mais c'est pas la même chose. C'est comme, j'ai dit longtemps quand je parlais de cette maladie-là, j'ai dit longtemps que c'était l'inverse du sida. Tu sais, pour comme donner une image forte, je dis, c'est comme l'inverse du sida, c'est comme, au lieu d'avoir un système immunitaire qui fonctionne pas, là, c'est comme s'il fonctionnait trop, puis s'attaquait à toi-même, puis que là, c'est comme un peu comme les allergies, puis, mais exponentielle. Oui, à puissance 1000. Puis je sais même pas si c'est vrai, tu sais, en même temps. Je sais même plus. J'ai l'impression que je suis pas la seule non plus. J'ai l'impression qu'on est un peu tous perdus là-dedans. Peut-être que vous pourriez m'aider, me dire si je suis dans le champ. Pour le système immunitaire, je pense que c'est une piste qui est très pertinente. Là. Oui? Oui. Les causes sont multiples, probablement. Ouais. Dans les petites molécules, les micro-ARN qu'on a identifiées, il y en a un en particulier qui a beaucoup attiré notre intérêt, puisqu'il cible certaines enzymes de l'autre, donc de nous, qui permettent la résistance au virus. Alors, tu n'avais pas tout à fait tort. Donc, ton système immunitaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on en a trop de cet micro-ARN-là, et c'est le cas de certains patients, vous allez être plus sujet à avoir une réponse beaucoup plus sévère, une infection virale, que la moyenne des ours. Oui,
Donc, c'est pas juste une question de j'ai été exposé à un virus, j'ai eu une mauvaise grippe, je m'en suis pas vraiment remis. La mauvaise grippe n'était pas juste la qualité du virus ou la souche virale, mais peut-être le fait que vous étiez moins équipé pour vous défendre. Maintenant, la question, c'est à quel moment ça survient? Est-ce que vous avez été moins bien équipé une bonne partie de votre vie, puis c'était juste une question d'avoir un contact à un mauvais moment donné? Ou il y a d'autres éléments qui font que ces micro-ARN-là se produisent en plus grand nombre ou pas. Donc ça nous donne la chance d'avoir un outil diagnostique qu'on va avoir une série de micro-ARN qui vont faire que non seulement on va être capable de dire à l'aveugle voici des gens qui ont soit la maladie, à risque de faire la maladie, parmi ceux qui sont déjà atteints, de dire quels sont ceux les gens qui risquent d'avoir des complications que d'autres n'auront pas. Donc, la piste immunitaire est probablement une des pistes les plus pertinentes, où il y a eu beaucoup de démonstrations. Mais il faut comprendre que du moment qu'on perturbe l'immunité, on va avoir plein de molécules qui vont s'exciter, qui vont en avoir plus ou pas. Là. Il y a eu des papiers extrêmement sérieux qui ont montré des cytokines, on en a des milliers qui étaient plus élevés. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Hein, si vous avez, je ne sais pas, je vais donner un chiffre comme ça, vous avez une valeur de 1500, puis la valeur normale est 1450, même si la statistique, elle est robuste et qui montre que l'écart, il y a une variance statistique, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue clinique? C'est quoi l'information? C'est quoi la pertinence clinique d'avoir cette information? On aimerait ça que ce soit noir et blanc. On aimerait ça que ce soit la valeur chez le moyenne est 10, vous en avez 1500. Là, on peut se douter qu'il y a quelque chose de pas bien qui est anormal. Mais quand on a des trucs où là, on est dans toute la subtilité, c'est seulement les mathématiques qui finissent par nous dire oui, il y a une différence, c'est statistiquement significatif. Mais pour le patient, là, pour vous, puis pour votre médecin traitant, qu'est-ce que ça donne comme outil? Puis si je vous reteste le mardi matin ou le mardi prochain, puis là, vous allez avoir la valeur normale, parce que 50 de plus ou de moins, exactement. Donc, c'est là que ça vient, c'est important d'avoir, est-ce qu'on travaille avec une population de patients homogènes, ce qui est rarement le cas dans les maladies complexes? Est-ce qu'on a des gens qui sont au même cycle? Hein? Il y en a que ça fait 10 ans, il y en a que ça fait 5 ans, il y en a que ça fait 20 ans qui sont avec la maladie. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans notre approche expérimentale, de dire avec qui on travaille, pourquoi on le fait, puis à la fin de la journée, est-ce que ça va juste faire un papier de plus scientifique ou des gens qui vont mentionner notre étude dans un blog et ça va soit créer la controverse parce qu'il y a autant de gens qui croient à une hypothèse ou une autre, mais à la fin de la journée, est-ce que ça a un impact clinique? Est-ce que ça change? Exactement. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire un papier de plus dans ma carrière. Je suis comme un détective, je veux savoir la vérité. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux trouver le coupable et de le trouver d'une façon avec mes collègues pour voir est-ce que ça peut être utilisable en clinique. Est-ce qu'on peut faire une différence en ayant cette information-là? Et j'ai eu la chance de parler au Dr. Davis, Ron Davis, il y a quelques semaines. Et on a la même philosophie. C'était drôle parce qu'on a quand même un écart d'âge un peu important. Okay, Dr. Davis pourrait probablement être mon père. Je ne veux pas te fabriquer plus qu'il faut, là. Je ne suis pas de jeunesse non plus, mais lui aussi, à la fin de la journée, et pour des raisons encore plus personnelles que moi, parce que son fils est très atteint, il dit, c'est pas de faire 1, 2 papiers, ou encore moins un brevet de plus. C'est je veux trouver une solution pour mon garçon et pour les patients. Et j'appartiens à cette même mouvance-là. Je veux trouver une solution pour les patients. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous donnerais si un jour je sais pas, je pense. C'est un cri du cœur. Oui, non, mais écoute, j'espère tellement que ma mère va pouvoir un jour avoir juste un petit quelque chose qui va l'aider. Pour l'instant, j'ai tellement l'impression que on y va par la bande, tu sais, on cherche je pense qu'il doit y en avoir beaucoup qui ont essayé toutes les choses sur la planète, puis que tout le monde dit « As-tu essayé l'acupuncture? » Ben oui. Tout le monde a la solution. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça. Dors-tu bien? As-tu déjà essayé la mélatonine? Mais c'est super tout ça. Tout le monde est bienveillant là-dedans, mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui peut aider le moindrement, juste une petite affaire, et donner un petit regain de je sais pas, une petite médaille, je vous invite à souper. Je vous fais un poulet. L'invitation est lancée. Il n'en tient qu'à vous, Dr. Moreau. Je vais être partant pour le poulet. Entendu. Mais tout ce qu'on dit là, il
y a une difficulté, il y a un enjeu majeur de diagnostic, il y a un enjeu majeur de traitement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit traiter. Les personnes atteintes vivent au-delà de toutes ces difficultés-là, vivent avec de nombreux préjugés qui leur viennent des fois du corps médical et très souvent du grand public aussi. Chacun à votre façon, vous allez venir contribuer à faire baisser, à faire tomber ces préjugés-là, en tout cas, on l'espère. Comment, Charlie, t'entrevois, par ton rôle de porte-parole, là, justement, comment tu penses que tu vas être capable de contribuer à faire tomber ces préjugés-là? Bien, déjà, juste en faisant connaître la maladie. En fait, moi, ce que j'ai pas de but dans la vie de devenir célèbre, j'ai pas envie de me promener dans la rue avec mes lunettes fumées, tout ça, mais si je peux être connue pour aller dans toutes les tribunes parler de cette maladie-là, bien, ça sera ce prix. Je pense qu'il faut juste faire connaître, en parler, que ça soit que ça sonne une cloche, que quand on parle quand je nomme cette maladie-là, oui, que les gens reconnaissent déjà juste le nom, ce qui n'est pas le cas présentement assez encore. Puis ben pour moi, ça va d'abord de juste en parler, juste déjà ça. Puis ben moi, j'ai l'impression que c'est par ma proximité personnelle à la chose. Avec une personne atteinte, voilà, dans ton entourage. Dans mon entourage. Très, très près. Hein? De très, très près. Oui, voilà, ma maman, il n'y a pas plus proche que ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est par le fait d'être très proche, de la connaître personnellement, cette maladie-là. D'en parler avec ton cœur. Oui, je pense que c'est comme ça que je peux toucher les gens, puis c'est ça qui va faire aussi, j'espère, que les gens vont s'y intéresser, tu sais. Pour ma part, mon rôle à moi, je pense, ça va être ça. Et est-ce que c'est possible de faire tomber ces mêmes préjugés-là auprès des professionnels de la santé? Qu'est-ce qui bloque face à la maladie chez les médecins de plusieurs personnes? C'est ça. La problématique, c'est il y a une méconnaissance, c'est clair, au niveau du corps médical et même d'un ensemble de chercheurs, puisque je vous ai mentionné qu'on est une toute petite communauté. J'ai eu la chance dans les derniers mois de parler à cette communauté-là, puisqu'on a eu une opportunité avec les Instituts de recherche en santé du Canada, qu'on dit toujours, c'est l'équivalent du NIH canadien, là, mais avec les milliards en moins. OK, donc, les Instituts de recherche en santé du Canada ont répondu à l'appel ou au lobby de plusieurs patients et d'associations pour faire un appel à projet qu'on appelle une demande de subvention catalyste. Une demande de subvention catalyste, le premier objectif, peu importe la maladie, c'est de regrouper les gens ensemble au Canada. Donc, il fallait avoir au moins des gens de 3 provinces, ces choses-là. Donc, j'ai décidé que j'allais m'essayer en votre nom, puis au nom de l'ensemble des collègues, puisque, je vous rappelle, moi, j'étais un nouveau là-dedans. Là. Je suis très connu en scoliose, en arthrose, mais en syndrome de fatigue chronique, je n'ai même pas une publication encore de sortie. Là, ça fait à peine 18 mois à peu près qu'on génère des résultats grâce à notre subvention. Et je me sentais un peu un imposteur de dire qui je suis moi, malgré mon bagage, de me présenter comme le leader de cette communauté-là. Donc, on a eu 2 appels de téléconférence et on a eu l'aide de Margaret Parler, qui est la présidente du Chronic Fatigue Syndrome Action Network, que j'avais rencontré dans mon rôle de vice-président, justement, de l'Institut d'appareil locomoteur de la retraite. Et je ne la connaissais pas du tout, là, mais on est devenus amis assez rapidement, semble-t-il. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je ne connais pas la communauté. Elle dit, il n'y a pas de problème, je vais m'arranger avec ça. Et rapidement, on a mis une téléconférence. Et on a déposé une demande de subvention catalyste ensemble. C'est tout chaud, là. C'est tout chaud. On espère avoir le résultat fin juillet, début août, et que ça pourrait commencer dès les sous disponibles pour le mois d'octobre. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est, premièrement, la CAM est partenaire. Tout à fait. La CAM est partenaire. Officiellement, la CAM est partenaire. On a le support de la Fondation Sibylla S. On a le support d'organisations de 5 provinces canadiennes et on va de la Colombie-Britannique jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Donc, on est vraiment d'un océan à l'autre. On a identifié à peu près une 60aine de personnes. Il y en a d'autres qui vont se joindre à nous pour faire ce qu'on vient de la demande. Et là-dedans, c'est clair que les patients sont partenaires. Et les patients vont être sur tous les comités.
il y a certains membres de la CAM, dont Claudine Prudhomme, a été désigné par vous, par l'exécutif pour représenter la CAM à ce niveau-là. Il va y avoir des activités où on va rendre des outils, par exemple, informatiques, un portail, où on va avoir à la fois de l'information, mais on va également nous envoyer des questionnaires, donc pour des participants de projet, pour travailler, mesurer. Par exemple, les tests de mémoire, on peut vous faire ce questionnaire, mais moi, je ne suis pas chez vous. Mais par contre, si je vous fais suivre des couleurs, telle affaire, puis je vous dis, il y a 5 secondes, on vous a présenté un carré, il était quelle couleur? Donc, en temps réel, on peut vous mesurer et on peut mesurer si le temps que ça va vous prendre de répondre aussi, parce que le temps de réponse, même si vous avez la bonne réponse, ça vous a pris 1 minute pour répondre, peut-être que c'est un petit peu trop long. Donc, pour nous, c'est important et de permettre aussi aux cliniciens. Donc, on a un volet à la fois recherche avec les patients, un projet où vous allez transmettre de l'information. Donc, la CAM va être partie prenante. Donc, ça va probablement augmenter la possibilité de questionner, puis on va avoir des gens qui vont travailler au niveau informatique, qui vont être payés grâce à la subvention. On va avoir un congrès annuel où on va avoir les scientifiques, les cliniciens, les patients, les gestionnaires, et on va essayer d'inviter des députés et des ministres. Donc, ça, c'est une bonne façon de bâtir la communauté. Exactement. Et on va aussi, avec les cliniciens, il y aura tout un volet de formation pour aller voir les médecins de famille. Leur assurer qu'ils vont avoir les données consensus, de faire du training. Donc, on a une équipe, surtout l'équipe de la Nouvelle-Écosse, qui sont très spécialisés là-dedans. On va s'assurer que ces gens-là vont être capables de faire à travers le Canada, incluant le Québec. Donc, on va payer pour que ces gens-là se déplacent, faire des formations. Même chose pour les médecins spécialistes, parce qu'il y a toutes sortes de spécialistes qui prennent en charge les patients, mais avec toutes sortes de difficultés également. Et on a aussi trouvé une société québécoise qui s'appelle Exoskin, puis j'ai aucune part dans la compagnie. Je ne veux pas faire de publicité, mais ils ont embarqué tout de suite dans le projet et on va avoir des outils intelligents comme des vestes qui vont pouvoir mesurer différents paramètres des patients. Et, par exemple, votre sommeil, le nombre de fois que vous bougez, les efforts, les rythmes cardiaques, la respiration, ça se fait automatique. Vous n'avez rien à faire. Vous mettez votre vêtement, là, vous faites votre journée. Si vous voulez regarder la TV, manger des toasts. La veste ne saura pas que vous avez mangé des toasts ou regardé la télévision, mais on va savoir votre niveau d'activité et on va pouvoir le mesurer. Ils vont nous donner du temps d'analyse également pour faire ça. Donc, encore une fois, quand on veut stratifier les gens, ou par exemple, si on arrive avec est-ce que la mélatonine ou les vitamines, c'est efficace? Bien, si on a un groupe qui porte les vestes avec mélatonine, mais le groupe ne porte pas, y a-t-il vraiment un changement dans leur activité? On aura des faits. On aura des faits. Oui. Et éventuellement, ça va servir aussi, un des éléments où on a eu une réflexion, les gens qui sont à distance, qui sont très loin des grands centres, où ils ne voient peut-être pas de médecins, en tout cas de bons médecins référents, parce que les gens ne sortent pas. On pourrait peut-être avoir des centres éventuellement. En tout cas, on va avoir la réflexion ensemble de dire est-ce que ça serait des gens qui pourraient suivre à distance un certain nombre de patients, surtout peut-être des patients peut-être plus critiques que d'autres, et au lieu d'attendre que le patient ne va pas bien, on le sait, là, on prend différents paramètres, au lieu d'attendre que son rendez-vous dans 6 mois, puis le patient va dire ben non, je ne vais pas déranger le médecin, mon rendez-vous dans 6 mois. Mais peut-être dans 6 mois, là, vous allez être aggravé ou décompensé, il aurait peut-être fallu agir plus tôt. Puis pourquoi endurer ça? Il n'y a aucune raison. Donc, on va peut-être valider des outils modernes qui vont aider à la fois les patients, leurs familles, mais aussi les cliniciens à mieux prendre en charge les patients. Et quand je présentais ça aux collègues, tout le monde dit « Wow, on veut commencer demain matin. » Mais là, je dis « On va commencer à essayer d'avoir de l'argent avant. » Mais on a embarqué différents partenaires là-dedans et tout le monde est égaux dans cette demande-là. Donc, c'est pas de l'argent pour Alain Moreau, c'est pas de l'argent pour un projet en Colombie-Britannique, c'est pour l'ensemble de la communauté et le gros de l'argent, c'est des outils. Des outils pour être plus performants, des outils pour mieux comprendre la maladie à tous les niveaux. Merveilleux, merveilleux. Charlie, oui, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. Charlie, t'as réagi quand j'ai passé un petit commentaire sur les députés. Les membres qui sont ici vont l'entendre tout à l'heure quand on va être dans l'Assemblée générale puis qu'on va parler de ce qui s'en vient, mais juste te dire qu'on a le ruban bleu que tu portes actuellement, on l'a envoyé à l'ensemble des députés provinciaux et fédéraux représentant les circonscriptions du Québec, et on a des députés qui nous ont répondu, on a même vu circuler des photos sur Internet de députés portant le ruban bleu. Donc, là, ils nous ont ouvert la porte. Alors
Alors, le pas de plus, ce sera de mettre le pied dedans pour pas qu'elle se referme, mais vous venez de nous donner une occasion en or pour le faire. Avant d'ouvrir la discussion avec les membres qui sont ici, je devais vous poser la question, quel est votre souhait pour la CAM? J'ai le goût de dire, notre souhait à tous, c'est que vous ayez les sous nécessaires pour mettre en branche ce magnifique projet-là. On va savoir ça quand? Normalement, ça devrait être fin juillet, début août. Alors, on sera nécessairement informés puisque la CAM est partenaire et les membres, vous en serez aussi informés dès que le projet pourra entrer en vigueur. Alors, je vous laisse la parole. Vous remarquez qu'il y a des micros, alors je vais vous demander de parler fort parce que les gens à la maison, pour qu'ils puissent entendre vos questions et comprendre les réponses. Alors, il y a madame et tout le monde a dit cette table-là. Allez-y, madame, avec le chandail rayé. Oui, juste, allez-y. J'aimerais savoir si on a ciblé ce qui occasionnait l'augmentation de l'homocystéine. On est en train de le faire, donc ça, c'est dans l'étude. Donc, on a 2 mécanismes possibles. En fait, il y a 3 mécanismes. Il y a un mécanisme où il y a déjà des médications qui peuvent augmenter ou diminuer. Donc, les gens nous disent quelles sont les médications qui ont fait. Jusqu'à date, on n'est pas capable d'expliquer ces différences-là par les médications. Puis Dieu sait que certains d'entre vous avaient vraiment un cocktail de médications. Donc, c'est pas la source primaire possible. L'autre, il y a des variants au niveau génétique qu'on a tous. Donc, on est en train de regarder ces variants-là qui sont connus, donc dans toutes les enzymes qui, normalement, nous permettent de produire de la méthionine, qui est un acide aminé important pour vivre, pour faire des protéines. Donc, lorsque ce cycle ne tourne pas bien, bien, c'est là qu'on accumule l'homocystéine. Donc, on connaît ces variants-là, donc on va les regarder chez un certain nombre de patients qui ont des hauts niveaux, comme des sujets contrôle, et des patients qui ont des bas niveaux. Pour être sûr que, est-ce qu'on peut s'expliquer ça par une prédisposition génétique? Et on va valider par les micro-ARN. Ça, c'est vraiment une première. On a identifié des micro-ARN qui peuvent interférer avec ces enzymes-là. Donc, c'est important de comprendre ça parce que si on montre qu'il y a peut-être une composante génétique ou une composante épigénétique pour les micro-ARN, bien là, à ce moment-là, c'est pas surprenant que prendre de l'acide folique ou prendre des vitamines ne servira à rien. Parce que si les enzymes sont en moindre quantité, même si je donne des cofacteurs essentiels de fonction, il y en a déjà suffisamment. Il manque d'enzymes. Donc, il y a des outils modernes qui nous permettent d'aller restimuler ces enzymes-là et d'aller soit bloquer ces micro-ARN-là. Okay? Donc, là, on va arriver à faire ce qu'on appelle la médecine personnalisée pour enlever un certain nombre de symptômes importants chez, je dirais, à peu près le tiers des patients. Je pense que ça va être quelque chose de drôlement important. Là. Si les gens dorment mieux, sont moins anxieux, n'ont pas de perte de mémoire. Puis, évidemment, l'homocystéine a aussi un élément qui est lié à la fatigabilité des gens. Donc, on va ramasser pas mal de symptômes, OK? Puis, on va faire un essai clinique, un vrai, pour montrer que ça fonctionne. On se le souhaite, mais là, il faut que vous me donniez un peu de temps, OK? Donc, ça prend 1 année pour valider ces causes-là. Et on partira peut-être pour un horizon de 3 ans pour une approche peut-être thérapeutique validée. Il y a madame avec un chandail blanc, ensuite madame au bout, puis madame derrière après. La troisième cause, c'est ça, c'est les médications. Puis la troisième, c'est l'épigénétique, les micro-ARN. OK. Oui, alors madame, juste à côté, oui. Ça va venir de l'ensemble de l'équipe. Donc, si on a la subvention Catalyst, on va à la fois avoir des gens qui vont avoir, je vous dirais, la mission éducation, soit le volet médical, donc que des médecins spécialistes
qui connaissent. On en a trouvé quelques-uns au Canada qui font que ça, le syndrome de fatigue chronique. Et vont être capables de mieux communiquer à la fois des guides, de comprendre, et on va aussi aller vers les patients. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il va y avoir des patients qui vont parler aux médecins, puis des patients qui vont parler aux patients, puis des patients qui vont parler aux députés, ministres de la Santé, ces choses-là, pour leur expliquer leur état. Et avec peut-être l'ensemble des collègues, chercheurs, cliniciens, partenaires, patients, et l'industrie, je vous ai donné l'exemple d'Exoskin, on va peut-être attirer d'autres joueurs là-dedans, parce que le problème, c'est, il y a une semaine, vous avez fait un effort, vous ne savez pas, vous vous sentez extrêmement faible, ça ne va pas bien. Peut-être que vous ne serez pas prédisposé, soit d'avoir un rendez-vous de votre médecin traitant ou d'avoir accès aux spécialistes. On le sait, c'est compliqué au Québec comme ailleurs, au Canada. Et que si vous obtenez un rendez-vous dans 3 mois, ça se peut que dans 3 mois, vous allez mieux. Puis c'est vrai pour n'importe quelle maladie complexe. Donc, lorsqu'on passe à une batterie de tests, même des prises de sang, si on les passe au moment où on se sent mieux, bien, peu importe le test qu'on va regarder, ça se pourrait que vous avez l'air quasiment normal. Ah, c'est extrêmement frustrant aussi. Et là, le patient dit, ça n'explique pas mon état, telle chose. Donc, oui, l'homocystéine que je vous ai mentionné en primaire, et c'est pas moi qui ai découvert cette molécule-là, ça existe déjà dans d'autres maladies. Notre intérêt, c'est qu'elle explique beaucoup des symptômes que vous avez, OK? Est-ce que c'est uniquement ça, et lorsqu'on va trouver une façon de la baisser, ça va améliorer votre état de santé à 100%? On ne le sait pas. Il faut faire un essai clinique à ce niveau-là. Mais il faut commencer à quelque part. Et je trouve qu'en 18 mois, on a quand même été à la fois chanceux et très proactif pour trouver rapidement quelque chose qui permet déjà de voir des populations différentes de patients et de voir des causes potentielles pour chacun de ces patients-là. Mais c'est clair que pour les 2 groupes de patients, on a identifié des micro-ARN qui sont communs, donc qui sont, eux, plus spécifiques à l'encéphalomyélite myalgique. Oui, rapidement, pour qu'on puisse laisser Madame aussi poser sa question par la suite. Allez-y, allez-y. Je l'ai reçu. Ça, c'est un élément que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ma job n'est pas de commencer à valider tout ce que les autres rapportent, mais de faire la démonstration que j'ai peut-être identifié des choses, voici la façon que j'ai validé, et je suis disponible à rendre les échantillons disponibles et être challengé. Okay? Si je suis là pour juste regarder tout ce qui s'est fait dans le monde, ça se peut que je vais être déçu. C'est pas comme ça qu'on fait la recherche. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de ce que ça se fait. C'est comme les gens en Allemagne qui ont pris le cyclophosphamide, un ancien traitement contre le cancer, et qu'ils avaient le cancer et le syndrome de fatigue chronique, et après le traitement, ils se sont améliorés. Bien, ce n'est pas un essai randomisé. Okay? Est-ce que cette molécule-là a perturbé d'autres choses qui fait que, par pur hasard, il y a eu une amélioration de la santé, et alors on va vous donner un agent anticancéreux à tout le monde, parce que ça a des effets, des séquelles quand même, c'est des drogues assez importantes. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller dans le volet, je vous dirais, anecdotique, de dire, il y a peut-être des pistes, il ne faut pas ignorer ces choses-là, mais il faut avoir, je vous dirais, une approche beaucoup plus scientifique dans la démarche de dire, si je regarde cet effet-là, quels sont les éléments qui pourraient être perturbés ou touchés? Et il y en a plusieurs, donc on peut pas les suivre exactement comme ça.
Mais toutes ces molécules-là qui sont utilisées souvent, on a un terme anglais qui s'appelle off-label, OK, ont peut-être des effets bénéfiques, mais on n'a pas d'essai randomisé. Donc, chaque patient devient comme un cas ou un projet, mais si on le testait dans une façon à double aveugle, ça veut dire tant le médecin qui prescrit que la personne qui reçoit, versus est-ce que je reçois le placebo et j'ai le même effet. Donc, il faut avoir cette démarche scientifique sérieuse pour éventuellement dire, oui, voici une classe de médication ou de médicaments qui a démontré que ça fonctionne. Les médecins le font parce qu'ils l'ont soit eux-mêmes expérimenté avec certains patients, et je suis persuadé que ces mêmes médecins-là l'ont donné à certains autres patients et disent, ah, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut comprendre le mécanisme en arrière de ça. Madame, vous avez une question? Puis après, on va pouvoir continuer d'échanger. En fait, mon intervention, c'est pour Dr. Moreau et pour Charlie. La première, Dr. Moreau, je voulais juste, vous avez parlé tantôt, vous avez échangé avec Dr. Davis. Oui. Dans le ruban bleu, le début qu'on a eu, puis c'était fort intéressant au niveau de la recherche qu'on gardait l'espoir pour de 3 à 5 ans. Et quand j'y ai participé, en tant que personne à votre projet de recherche, j'ai posé la question à savoir s'il va y avoir un échange d'informations. Peut-être que c'est une belle occasion au moment du colloque qui va se tenir en Floride, Oui. avec le Dr. Lipkin, entre autres, qui participe. Et ça sous-tend ma question, est-ce qu'il va y avoir, après ça, je pose une question à madame, tout commentaire. Voilà, je reviens. Est-ce que je fais sous-tend la question, il va y avoir l'échange d'informations entre vous, chercheurs, Dr. Davis, Lipkin, au niveau donc, national et Ça fait partie des activités. Probablement, ça fait partie de ma job régulière comme scientifique de partager. Donc, il faut communiquer ces résultats-là. On ne les garde pas pour soi. Parce que c'est important qu'on puisse se faire challenger, dire « Ah, tu penses à regarder ça, tu penses à telle chose ». Et de pouvoir revisiter les résultats des autres également. Donc, ça, c'est les congrès scientifiques que vous connaissez. Et j'ai invité le Dr. Davis à présider notre comité aviseur international. Donc, dans le cadre de la demande Catalyst, qui s'appelle Sésame, en passant. En anglais, ça fait Sesame. Donc, ça sonne bien, là, mais on est loin des marionnettes. Le Dr. Davis et d'autres. Donc, on va aller chercher les plus grands noms au niveau international pour à la fois échanger et bâtir des ponts, donc faire du réseautage avec ces grands organismes-là. Parce qu'un grand pays au Canada, là, on est quand même relativement petit à l'échelle mondiale. Donc, on veut se mettre sur la map et d'avoir à la fois les meilleurs contacts possibles avec nos collègues, qu'ils soient cliniciens, chercheurs, et aussi d'autres patients à l'international, pour échanger. Donc, je n'étais pas obligé de constituer ce comité aviseur international-là, mais fort de mon expérience, pour moi, je trouvais que c'est une valeur ajoutée de nous faire connaître et de présenter de part et d'autre les travaux. Et le Dr. Davis me dit qu'il était extrêmement intéressé à y participer. Donc, du moment qu'on connaît qu'on va avoir la subvention, on va établir ce comité-là pour le faire. Là, on avait trop peu de temps pour obtenir les autorisations de dévoiler les noms des gens, mais on va avoir un comité aviseur international et le Dr. Davis probablement assumera la présidence. Exactement. On va prendre les meilleurs, OK? Donc, il n'y a pas de limite, là. Donc, tous les gens qui sont pertinents. Vous aviez un commentaire ou une question pour Charlie? Merci, Dr. Moreau. Et puis, Charlie, bonjour. Allô? Et merci, Charlie Moreau. Parle au nom de tout le monde qui est ici avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Madame. Moi, ça a été comme ça, je les ai appelés, puis je t'ai entendu dire avec le prix à l'émission des tricheurs pour Noël. Et là, j'ai fait comme c'était Noël. Alors, j'étais j'étais touchée. Je suis sûre que je suis pas la seule. Alors, on parlait tantôt précédemment, comment vous avez posé la question, Mme Blanchet, Oui, c'est ça. Comment vous pourriez sensibiliser les gens, par une émission qui est à la fois, comment je vais le dire en anglais, là, mais distractive. Ludique. Oui. Par l'humour. Et puis, le M, c'est sûr que vous n'avez pas pu extrapoler, mais c'est une façon. Puis l'autre petite chose, vous savez pas, peut-être
communiquer, vous saviez, comme tantôt, c'était tellement complexe. Oui, c'est ça, je suis au début de... Et je veux juste vous dire que c'est pas juste la fatigue. Personnellement, là, moi, je suis tannée. Parce que les gens, ils nous catalogue ou... Cataloguise. Non, mais je sais exactement... C'est un des oui. symptômes. Donc, je veux dire, diminution sévère des capacités cognitives. Je suis tout à fait au courant. J'arrive, là, moi, à ma frontière, je ne pouvais plus comme parler comme il faut. Là. Oui. C'en est un exemple. Je fais de l'inversion de mots. Mais une des choses qui, en ce moment, sur laquelle je réfléchis aussi, ça va être de... je comprends vraiment. Je sais, en fait, puis la chose qui me fait réfléchir ces temps-ci, c'est de m'entendre aussi avec ma mère à quel point je peux parler en son nom, parce que cette chose-là, je le vis au quotidien. C'est-à-dire que moi, les discussions avec ma mère sont... teinté de tout ça, et puis effectivement c'est très difficile au niveau cognitif, puis là ces temps-ci elle est dans un gros creux de la maladie. Elle a eu des moments plus heureux, plus en santé il y a peut-être 10 ans. Et là ces temps-ci elle est dans un gros creux, et puis ça c'est un des trucs les plus troublants, en fait, parce que là, la personne qu'on connaît cherche ses mots, c'est ça, perd son cognitif, la mémoire qui est impliquée. Je la reconnais plus, là. Oh, je la reconnais À plus, certains moments, dans des moments vraiment... Ça, la fatigue, oui. c'est ce que l'infirmière, justement, de recherche m'a dit qu'elle apportait un bon point. En résumé, si ça peut aider certains, en quoi ça consiste, je l'avais dit, c'est à peu près comme si tu avais de 4 à 6 heures d'activité, mais à 40%, même pas à 100%, parce que les gens, quand on leur dit qu'on est fatigué, ben, ils vont pas toucher. Ben oui, C'est pas ça. mais non. C'est les préjugés dont on parlait. Alors, Je sais pas si vous vous cognez partout aussi. ouais, cogner, ben, je sais Se pas, cogner j'avais partout. Je me suis douchée, puis je me Des suis bleus comme ça qui apparaissent, ben oui. avec des lampes, des Ben oui, ma mère, elle arrive avec des bleus de la grandeur d'un continent. Ouais, ben non, c'est ça non plus, c'est ça la mémoire aussi, oui. Tout ça, non, mais effectivement, Merci d'être là pour nous. ça me fait plaisir. Je vais faire tout ce que je peux pour aider. On devait terminer, mais il y a une dernière question. Je vais prendre une dernière question, puis juste vous rassurer, on invite tant M. Moreau que Charlie à rester avec nous pour la petite collation qui va suivre. Alors, si vous avez un peu de temps à nous consacrer encore de façon très, très informelle, on pourra continuer à jaser, mais je vais prendre votre question, madame. Et c'est sur ça que la CHEM souhaite travailler, et on va pouvoir s'appuyer sur vous deux au niveau scientifique, Dr Moreau, avec le auprès du grand public pour faire connaître et reconnaître la maladie. Charlie, je me permets au nom des membres de la CHEM qui sont réunis ici et ceux qui nous regardent à la maison, je crois qu'ils sont quelques dizaines. Alors, je vous remercie infiniment. D'abord, de votre grande générosité, et je reprends ce que je vous ai dit d'abord, mais aussi de mettre vos efforts, votre temps, votre énergie à faire espérer les gens qui sont assis ici et qui vivent avec cette maladie-là, et je l'espère, enfin avoir pas juste une lueur d'espoir, mais vraiment une vraie qualité de vie améliorée par de nouvelles connaissances et par des préjugés que tu as réussi à nous aider à faire tomber. Alors sur ce, je vous remercie tout le monde. Je vous invite à aller prendre une petite collation. J'ai mis coulé en jeu, là. Là, l'invitation. Il est sur la table, hein. L'invitation. C'est pas des paroles en Ah non, l'air. non, moi je vois le poulet, là.